Est-ce que ça t'arrive de regarder les gens sur les réseaux sociaux qui disent que le TDAH c'est un super pouvoir puis tu fais ah, je comprends pas, moi j'y arrive pas. Moi aussi, puis aujourd'hui, en fait, j'ai envie de décortiquer le courriel qu'une auditrice m'a envoyé avec toi et te donner mon point de vue sur cette façon-là de voir le TDAH. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 150 du podcast Ambitieusement TDAH. Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH, donc j'aide les adultes qui vivent avec cette condition-là à mieux fonctionner et à atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pris le temps, en fait, j'ai reçu un courriel pendant que la semaine passée et j'ai décidé que j'allais le lire et répondre à sa question. Donc, le début de la question, c'est « J'espère que ta santé va bien. Tu as manqué à mes oreilles cette semaine. » La semaine passée, c'était une auditeur qui est là assez souvent et tu as remarqué que j'ai pas eu d'épisode la semaine passée. Donc, dans le normalement, je relâche mes épisodes le jeudi et le 9 octobre, il n'y en a pas eu. J'ai eu un souci de santé assez important qui m'a obligée à prendre une semaine de vacances, une semaine de congé. J'ai dû aller à l'urgence ce lundi. J'ai été complètement dysfonctionnelle de la semaine et j'ai eu des examens de santé, tout le kit. Donc, j'étais vraiment pas en état d'enregistrer un épisode de podcast. Ça va mieux maintenant, si tu te poses la question, merci. Mais en fait, j'étais vraiment pas capable de faire un épisode. Je me priorisais sur prendre soin de ma santé à ce moment-là. Donc, pendant cette semaine-là, en fait, j'ai reçu ce courriel-là, puis le courriel continue comme suit. Depuis un moment, je porte un discours qui pourrait rejoindre d'autres, et auquel tu pourrais m'aider à mieux comprendre. Je me dis souvent que je n'ai pas le, entre guillemets, niveau intensité, fermez les guillemets, de TDAH. Plusieurs personnes vivant avec un TDAH m'inspirent et semblent avoir fait du TDAH un super pouvoir. Je ne nommerai pas la source qu'elle me donne. Je pense pas que le problème soit une personne en particulier. Moi, j'ai l'impression d'avoir le potentiel, mais je me heurte à mes symptômes comme si j'étais soit trop ou pas assez. Que penses-tu de ce discours? Selon ton expérience, suis-je la seule? En fait, euh, j'ai jonglé avec cette idée-là et sur le coup, je savais pas trop répondre parce que ma vision des choses, c'est que de un, le TDAH, ça s'appelle, tu sais, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est de un, quand on parle de niveau ou d'intensité, c'est que en fait, il y a 3 présentations au TDAH. Il y a la présentation hyperactive qui est celle qui a en fait servi à fonder les critères du DSM-5, qui est le plus récent. Qui ont fondé les critères dans les années 90, c'était basé sur des petits garçons blancs de moins de 12 ans qui présentaient des symptômes d'hyperactivité et de problématiques au niveau comportemental. Donc, c'est ce qui a basé, en fait, le critère diagnostic, parce qu'à cette époque-là, on pensait que c'était que la seule présentation du TDAH. Et on a réalisé, en fait, qu'il y avait 2 autres présentations qui étaient là. Il y a la présentation inattentive qui est plus fréquente chez les femmes. Donc, c'est un niveau d'énergie beaucoup plus bas que l'hyperactif. Ça ne veut pas dire, attention, que ce n'est pas présent chez les femmes. Ça veut juste dire il y a une plus grande présentation de ce type-là chez les femmes, niveau statistique. Ça veut dire qu'on a tendance à avoir un mental hyperactif. On a tendance aussi à avoir peut-être un petit peu plus d'anxiété, peut-être un petit peu plus de symptômes dépressifs aussi avec ça, parce qu'on a une hyperactivité mentale, puis on a un niveau d'énergie qui est très, très, très variable, mais en général, le niveau d'énergie est moins grand que l'hyperactif, parce que la personne qui a une hyperactivité, c'est une hyperactivité physique, donc elle a tendance à être tout le temps en mouvement. Tandis qu'une personne qui est inattentive va avoir tendance à plutôt être dans sa tête, puis un peu perdre le fil de ce qui se passe autour d'elle, un peu comme la petite fille dans une classe qui va avoir tendance à être dans la lune et ne pas prendre conscience que le professeur enseigne, il perd la notion du temps. Donc ça, c'est la présentation plus inattentive. Et il y a aussi la présentation qu'on appelle combinée, qui est en fait un mélange des 2 présentations, qui est la présentation qui est la plus fréquente chez les petits garçons, mais qui est aussi présente chez les filles, qui va avoir une présentation qui va varier selon l'environnement où l'enfant se situe. Ce qui va souvent expliquer, par exemple, qu'à l'école, l'enfant il peut être super tranquille, même à la limite un peu perdu dans ses pensées, puis à la maison, complètement
débrider puis bouger comme un fou et tout. Donc, on va appeler ça une présentation qui est combinée. OK? Donc, il y a ces 3 types de TDAH-là qui se présentent. C'est le même diagnostic à la base, c'est juste que la présentation, donc la prépondérance des symptômes va varier selon ta présentation à toi. Donc, c'est possible que la personne avec qui que tu regardes sur les réseaux sociaux ait une présentation plus de type combiné ou une présentation plus de type hyperactive et que toi, ta présentation soit plus inattentive, ce qui fait que tu te compares à cette personne en disant oui, on a la même condition, on a la même situation qu'il dans un TDAH, mais dans la réalité, on n'a pas du tout le même niveau d'énergie. Dans mon cas, j'ai une présentation que je serais plus inattentive. J'ai pas un énorme niveau d'énergie. J'ai tendance à plus être dans ma tête, à plus avoir une grande hyperactivité mentale, mais pas nécessairement une grande hyperactivité motrice. Et je me souviens très bien d'une copine que j'avais à l'université qui était, elle, TDAH, hyperactive, comme ça n'a aucun sens. Puis je me sentais tellement mal. Mais comment ça se fait que j'ai pas son niveau d'énergie? En fait, ça s'explique dans le fait que je fonctionne pas de la même façon. Puis l'objectif n'est pas non plus d'être comme elle ou pas comme elle. Là. Je pense pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'être hyperactive ou pas. Je pense que c'est juste de composer avec la réalité qu'on a d'être hyperactif ou de ne pas être hyperactif. Donc, je pense qu'il faut aussi souligner le fait que, de un, c'est des réseaux sociaux. Donc, ces gens-là vont, et moi inclus, là, ces gens-là vont présenter une partie de leur réalité qu'ils choisissent de présenter dans le but d'éventuellement t'influencer à acheter quelque chose qu'ils vont vouloir te vendre. Ça s'appelle le marketing. Donc, le marketing, le principe, c'est dans le fond de te présenter la solution à un problème que souvent on a. Le principe, en fait, c'est de présenter une solution à un problème que tu vis, puis de te dire que c'est eux qui détiennent la solution. C'est peut-être pas faux, mais c'est souvent. C'est peut-être pas faux, mais c'est souvent pas vrai. Au sens que le principe du marketing, c'est de te faire croire, c'est de te donner de l'espoir que c'est possible que les choses changent. Puis c'est le but de mon travail. En tant que coach, ce que j'essaie de faire, c'est de t'aider à faire le ménage dans ce que tu veux vraiment comparativement aux attentes, aux choses que tu as pris pour acquis que ça devrait être d'une certaine façon. Comme par exemple l'apparence corporelle, comme par exemple le type de salaire que tu vas faire, le travail que tu vas faire, le niveau, l'état de rangement de ta maison. Tu sais, si tu regardes autour de toi, ça va être, pour vrai, si on prend vraiment le temps de regarder les choses qu'on considère comme des il faut, ça doit être fait de cette façon-là. Souvent, c'est basé sur pas grand-chose. C'est basé sur des choses qu'on nous a dit, qu'on n'a pas vraiment remis en question, puis qu'on a considéré comme un standard. Mais pas juste ça. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est, personnellement, c'est quelque chose que je fais beaucoup, puis je pense que je le constate souvent quand je travaille avec mes clients, c'est que on a tendance à surestimer les capacités des autres et sous-estimer nos propres capacités. Mais même au-delà de sous-estimer, j'ai tendance, moi personnellement, à surestimer ce que les autres vivent ou leur satisfaction de ce qu'ils vivent et considérer que si je suis satisfaite de quelque chose, c'est pas valable. Je sais pas si c'est clair ce que je t'explique. Là, j'en ai parlé hier avec mon conjoint, puis j'ai un petit peu de la misère à le phraser correctement, mais c'est comme si, par exemple, je vais te donner un exemple concret par rapport à l'entraînement parce que c'est plus facile pour moi de quantifier les choses. Puis je vais dire que moi, en général, m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, c'est un sweet spot pour moi du point de vue du niveau d'énergie que j'ai, mais aussi d'éviter les blessures. Parce que chaque fois que je monte à 5-6 fois par semaine, je finis inévitablement par me blesser. Que ça soit, j'ai des blessures à l'épaule, j'ai des blessures, là, présentement, j'ai une blessure au niveau de l'ischio-jambier droit. Donc, je finis tout le temps par me blesser. Mais l'industrie de la condition physique, l'industrie du fitness, l'industrie de la santé, parce que maintenant, ça a tout été mêlé, l'industrie du fitness puis de la santé, me fait sentir que si j'en fais 3 ou 4 fois par semaine, c'est pas assez. OK? Tu devrais faire tous les jours. Tu devrais, l'industrie même du coaching en tant que tel. Je suis présentement en train de lire un livre et c'est un coach qui l'a écrit, puis je vois à quel point, tu sais, c'est très, très, très véhiculé l'idée que
on devrait créer une journée parfaite, puis on devrait reproduire cette journée-là parfaite, puis ça devrait donner le résultat qu'on pense obtenir. Mais la réalité, c'est que ça se peut que toi, tu as besoin de faire les choses d'une autre façon, que tu as besoin de faire les choses en quantité qui sont différentes, puis que ça te satisfait. OK? Puis le problème, c'est qu'on est dans un monde où on est constamment sous influence. Donc, les réseaux sociaux, c'est principalement ça. En fait, c'est le principe d'influencer les autres. Comme on est constamment sous influence, on perd un peu notre capacité à se demander, même à percevoir, mais est-ce que c'est suffisant pour moi? Est-ce que c'est assez pour moi? Puis est-ce que je suis confortable? Parce que si je reprends l'exemple de l'entraînement, entraîner 3 ou 4 jours par semaine ne demande pas le même travail en termes d'organisation de mon horaire que de m'entraîner 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, ça veut dire que je m'entraîne un jour de week-end parce que j'ai 5 jours de semaine puis 2 jours de week-end. Donc, ça veut dire que je dois faire de la place dans mon week-end pour un entraînement, ce qui est souvent très difficile pour moi parce que mes horaires de fin de semaine sont très différents de mes horaires de semaine. C'est beaucoup plus facile de maintenir mes entraînements la semaine que la fin de semaine. Donc, ça me demande ça. Ça me demande aussi de faire un volume, comme je te dis, qui est très difficile. J'ai de la difficulté. J'y arrive pendant quelques semaines. Mais en général, je finis soit par avoir des problèmes, soit des problématiques de santé, soit que je me blesse, puis que là, je dois inévitablement diminuer mon volume. Et ce que j'ai observé, c'est que cette année, en fait, j'ai observé que quand je suis le volume de quelqu'un d'autre, je me blesse, puis j'obtiens pas nécessairement plus de résultats. Quand je suis mon volume à moi, j'obtiens des meilleurs résultats, puis je me blesse moins souvent. Là, tu vas me dire, Amélie, t'es blessée en ce moment. Oui, je sais. Ça va entre moi et ma physio. Mais en général, c'est ce que j'observe. C'est la même chose avec le podcast. Quand j'ai parti le podcast, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la meilleure formule de podcast actuellement, c'est de produire à tous les jours. C'est ce qu'on m'a conseillé par plusieurs personnes. Et c'est ce que j'ai vu passer tellement de fois. Moi, j'étais comme, je suis pas capable de faire ça tous les jours. C'est pas une question que je suis pas capable ou pas. Je sais que je vais être capable pendant un certain temps. Mais je sais aussi que je serai pas capable de maintenir un rythme sur le long terme. Et sais-tu quoi? Je me suis cantonnée à dire, je vais faire une fois par semaine. Puis, ça fait 4 ans que je fais un épisode par semaine. Est-ce que ça m'est arrivé? J'ai pris des vacances cette année. Puis, la semaine passée, je me sentais vraiment mal de ne pas être capable d'enregistrer l'épisode de podcast, mais je te jure que j'étais absolument pas du tout capable après avoir passé beaucoup trop de temps à l'hôpital. Mais ça m'a ramené au fait que, au final, ce qui est important là-dedans, c'est d'être capable de dire, mais si j'ai à le faire pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis c'est ça l'objectif, est-ce que je suis capable de le maintenir? Et là, c'est là où je pense que c'est, à mon avis, parce que j'ai vu passer beaucoup ça, moi, je trouve ça dangereux de considérer de véhiculer l'idée que le TDAH, c'est un super pouvoir. Est-ce que c'est possible de faire des grandes choses? Est-ce que c'est possible d'avoir une grosse carrière ou de faire un gros salaire? En fait, tout dépend aussi de c'est quoi tes critères puis qu'est-ce que tu cherches à obtenir. Mais, tu sais, je connais des TDAH qui sont en médecine. On connaît des TDAH qui sont des artistes hyper, qui ont énormément de succès. On connaît des entrepreneurs qui ont énormément de succès. Mais je pense que ça revient aussi au fait que, en tant que TDAH, on a un cerveau qui est basé sur l'intérêt. OK? Tant que tu as de l'intérêt pour quelque chose, ça va être, entre guillemets, facile de le faire. Quand l'intérêt diminue, puis c'est inévitable, ça va finir par arriver, c'est là où ça va devenir beaucoup plus difficile de maintenir l'action dans le temps. Et comme la société adore l'hyper-spécialisation, on est dans une réalité où le fait de changer de direction ou de changer de sujet ou de changer de projet ou peu importe, c'est pas super bien vu. Pas juste ça, tu sais, si tu regardes dans ta maison puis que j'ai l'impression que tu ne fais que d'être entouré que de projets à moitié finis, je comprends ta frustration. Puis c'est là que je te dis que ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide. Présentement, dans ma business, ça fonctionnait super bien, ça roule encore bien, ça fonctionne bien. Mon adjointe a pris un congé pour une durée indéterminée, je sais pas si elle m'écoute. Et ce qu'elle faisait dans ma business est revenu
dans ma cour. Et au début, quand elle est partie en congé, en fait, je me dis, ah, c'est pas grave, je vais y arriver, tout le kit. Et là, je réalise que plus le temps avance, plus je me sens submergée par cette tâche-là. C'est pas une tâche que j'apprécie faire, je la trouve lourde, je la trouve désagréable. En fait, c'est pas que je la trouve lourde et désagréable, pas du tout. Je la trouve ennuyante. La réalité est là. Et le problème que ça fait, c'est quand une toute petite partie de quelque chose est ennuyant, ça vient teinter absolument tout l'événement. Je sais pas si tu as vu le film Sans dessus, c'est-tu Sans dessus-dessous? Ouais, je pense que c'est ça, le film de l'émotion. Quand le personnage de la peine se promène et qu'elle touche toutes les petites boules, là, si tu l'as pas vu, j'imagine que tu peux trouver un extrait là-dessus. Elle touche toutes les petites boules et elle teinte tous les souvenirs de peine en réalité. Mais c'est un peu ça. Quand une partie du travail est ennuyant, l'entièreté, on a tendance à considérer que l'entièreté du travail est ennuyant, puis on a tendance à le classer dans le saut, dans la catégorie du ça, je trouve ça plate. Et c'est ce qui est en train d'arriver cet automne avec moi. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais avec les gens, j'adore faire l'épisode de podcast, j'adore recevoir des courriels comme « Tiens, Roxane » où tu me dis « Je trouve ça difficile de recevoir, je trouve ça inspirant de voir les gens dire qu'ils ont réussi à en faire un super pouvoir, mais ça me paralyse au final, moi je me sens pas comme ça. Ça me fait plaisir d'y répondre, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais la réalité, c'est que la tâche que mon adjointe faisait, qui n'était plus à ma tâche depuis probablement 2 ans, c'est une tâche que je n'aimais pas faire, que je trouvais ennuyante et que je trouvais redondante. Et là, c'est en train d'absolument tout teinter au point où j'étais complètement en train de remettre en question l'existence même de ma business. OK? Puis je suis pas en train de te dire que je suis en train de mettre la hache, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Puis je pense que ça sert à ça beaucoup, le coaching ou le travail que je fais, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, de faire le ménage. Puis en prenant le temps de prendre du recul, ça m'a permis de réaliser que oui, je trouvais ça ennuyant cette tâche-là, je la trouvais lourde, mais je sais qu'elle est importante dans le fonctionnement de ma business parce que qu'est-ce que tu veux? Il faut que je fasse aussi du marketing, mais la solution, c'est pas de pousser plus fort là-dedans. Puis je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent en tant que TDAH. On pense que la solution, c'est d'essayer de pousser plus fort puis que ça va finir par se tasser. Moi, ce que je te dirais, c'est non. C'est va chercher de l'aide. Va chercher des systèmes de support. Va chercher des gens qui vont t'accompagner. Va chercher des stratégies. Va chercher... des stratégies, ça marche plus ou moins. Là, des petits quick fix, là, quand c'est pas bien ancré dans quelque chose, c'est difficile à bien mettre en place, mais je te dirais que ça prend la capacité à prendre du recul, ça prend la capacité de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, puis pourquoi tu te mets ces standards-là. Tu sais, comme je te dis, c'est des influenceurs, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux dans le but éventuellement de créer. En fait, on appelle ça des relations parasociales, donc c'est une relation où tu reçois beaucoup d'informations sur quelqu'un, mais c'est pas dans l'autre sens. Et ces relations-là, on a tendance à leur faire énormément confiance. Et ce que ça fait, c'est que ça nous donne l'impression qu'on connaît la personne, alors que cette personne-là partage uniquement ce qu'elle veut partager, moi inclus. Tu sais, dans la réalité, je te partage pas l'entièreté de ma vie parce que j'ai des gens qui vivent dans ma vie puis que je pense qu'ils ont le droit d'avoir une vie privée. Ils n'ont pas fait le choix de s'exposer comme moi. Je pense qu'il y a certains éléments de ma vie aussi que j'ai le droit de garder du domaine du privé. Et je crois que il y a une tendance vers la surexposition des défis, puis je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Mais je pense que les réseaux sociaux, il faut tout le temps se garder en tête que ce n'est pas la vérité. Que cette personne-là, elle va pas te le dire quand ça va pas bien, que cette personne-là, peut-être qu'elle a beaucoup d'aide, peut-être qu'elle a beaucoup de support, puis c'est super le fun si elle a réussi. Moi, ce que je te dis, c'est ramène-toi au fait que ça reste quelque chose qui amène énormément de défis, qui fait en sorte que c'est très difficile de faire le ménage entre ce qu'on pense qu'on devrait faire et ce qu'on veut vraiment faire, puis comment on le sait qu'on est en train d'aller dans cette direction-là.
Ça reste aussi très difficile de faire la différence entre ce que tu veux vraiment et ce qu'on te dit que tu devrais vouloir. Et ça, je pense que ça nous amène à créer un certain stress. Puis tu me parles dans ton podcast, dans ton courriel, que d'avoir le potentiel, mais le potentiel de quoi exactement? Est-ce que réellement tu as envie d'être comme cette personne-là? Puis aussi, une chose que j'ai remarqué, je sais pas, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est facile pour un TDAH, comme on a un cerveau très, très, très attiré par la nouveauté puis par l'intérêt, c'est facile de voir le projet de quelqu'un d'autre et d'en avoir envie de se l'approprier. OK? Donc, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie. C'est ma troisième business, celle que j'ai présentement, mais ma première business, c'était un café boutique et en réalité, c'était pas du tout mon projet, c'est le projet d'une de mes cousines. Et je me la suis un peu approprié, ce projet-là, puis je l'ai démarré, puis j'ai eu 5 ans, ce projet-là. Ensuite, j'ai eu un gym, mais en réalité, quand je repense à ça, ça ça a jamais vraiment été... C'est des projets qui m'ont beaucoup attirée parce que je suis attirée par ça, la mise en place, le processus, je suis attirée par tout ça. En réalité, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je fais présentement, de l'accompagnement de gens dans le but de comprendre comment les aider à se sentir mieux dans leur peau, à show up de la façon qu'ils veulent, à comprendre qui ils sont. C'est probablement ça que je voulais faire depuis même avant l'université. Puis à l'université, ben, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, tu devrais aller dans cette direction-là, t'es bonne à faire ça. Puis c'est beaucoup plus facile de suivre ce que les autres me disaient de faire ou que ce qui était soudainement mon intérêt que de réellement essayer de comprendre qu'est-ce qui m'allumait moi comme individu. Ça m'a amené à faire plein de projets, puis ça m'amène encore souvent quand je vais sur les réseaux sociaux, oui, je vais encore un peu sur Facebook, ou je vais sur Pinterest, ou peu importe, c'est facile de se laisser influencer par le projet de quelqu'un d'autre puis d'avoir le goût de le développer. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Ça veut pas dire que c'est quelque chose que tu devrais faire, mais ça veut pas non plus dire que c'est quelque chose que tu devrais pas faire. Fait que je pense que c'est de te demander qu'est-ce qui est réellement important là-dedans pour toi. Qu'est-ce qui sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment? Comme je te dis, moi, en ce moment, le fait que mon adjointe est partie, ça rend... C'est comme si ça alourdissait l'entièreté de ma tâche, alors qu'en fait, c'est juste une petite tâche. Ben, c'est pas une petite tâche, c'est une tâche, mais cette tâche-là de plus dans ma cour me donne l'impression que tout ça est trop lourd. Fait que la solution, pour moi, c'est pas de pousser plus fort, puis c'est sûr que je pourrais dire que, tu sais, en n'ayant pas d'adjointe, je paye moins, ça me coûte moins cher. J'ai pas... dans le fond, je sais que je suis capable de le faire. Tu sais, je sais que je suis capable de le faire. J'ai le potentiel de le faire. Je suis capable de faire cette tâche-là. Je l'ai fait pendant un certain temps, je suis capable de la faire. Mais c'est pas parce que je suis capable que j'ai le potentiel que j'ai envie de le faire. C'est pas parce que je suis capable que j'ai le potentiel que j'ai envie de le faire sur le long terme puis que c'est suffisamment intéressant pour moi de le faire sur le long terme. C'est pas parce que je suis capable de le faire que j'ai le potentiel de le faire que c'est une bonne idée d'essayer de me convaincre que je devrais être capable, que je devrais le faire. Fait que, il faut faire attention avec le principe de potentiel parce que le potentiel, c'est quelque chose qui va te demander de mettre d'autres choses de côté. Si je consacre beaucoup d'énergie à faire cette tâche-là que je n'aime pas vraiment faire, que je trouve super plate, mais c'est de l'énergie que je n'ai pas à mettre ailleurs. Je ne peux pas multiplier mon énergie. Ça, c'est une réalité. Puis en plus, je vis avec une composante de maladie chronique, qui est ce qui s'est passé la semaine passée, en fait. J'ai une composante de maladie chronique, donc sur une base mensuelle, je vais avoir une période où ça va être moins facile. Et je dois toujours essayer de viser quand j'ai le moins d'énergie. C'est quoi mon minimum, ce que je peux faire quand j'ai le moins d'énergie possible. Puis quand je pense à ça, ben probablement que la solution, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui va prendre cette charge-là le temps que mon adjointe revienne, si elle revient. Puis je mets pas, si tu m'écoutes, je ne mets pas de pression sur toi, là, je fais juste le constat de ce que moi j'ai besoin. Donc, c'est pas parce que tu as le potentiel de faire quelque chose que c'est une bonne chose à faire. C'est pas parce que tu as le potentiel de faire quelque chose que
ça vaut la peine de pousser puis d'essayer de sacrifier tout ce que ça va te demander de sacrifier pour te rendre là. Donc, je voulais faire un épisode qui était... J'espère que mon épisode n'est pas démoralisant. À mon sens, à moi, je préfère avoir un discours qui est plus réaliste, même si du point de vue du marketing, je sais que c'est pas super, parce que je le sais que c'est beaucoup plus intéressant de se faire dire par quelqu'un que avec cette personne-là, tu vas voir en 3 mois, tout va être réglé puis que ça va bien aller. Je sais que c'est pas super, autant attirant, je te dirais, mais la réalité, c'est que on travaille des choses qui sont compliquées, on travaille des choses qui sont complexes et on travaille avec un individu, un humain ou une humaine qui a toute son individualité, puis c'est important d'en prendre compte. Puis le TDAH doit faire partie du processus de réflexion, puis c'est pas parce que les autres te montrent, parce que ça reste toujours juste une question de ce qu'ils décident de te montrer, qu'ils sont capables de faire certaines choses, que ça veut nécessairement dire que toi aussi, tu devrais être capable de faire la même chose. Ne serait-ce que juste par ton profil de présentation. Si tu as un profil inattentif, tu ne seras pas capable de faire la même chose qu'un hyperactif. Puis ça fait pas de toi une personne moins bonne, ça fait pas de toi une personne moins capable, ça veut juste faire de toi une personne qui va peut-être essayer plus de focusser son énergie sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Donc voilà, fait que j'espère que tu as apprécié cet épisode-là. Si ça te parle, je m'excuse de m'en fâcher dans mes mots. Si ça te parle, je t'invite à le partager, je t'invite à me mettre un commentaire sur Spotify, je les lis tous et j'y réponds à tous vos commentaires, j'adore ça. Tu peux m'envoyer un courriel aussi sur mon site amelieléveillé.com, ça fait toujours plaisir dans le fond de recevoir des courriels, puis soit d'y répondre en podcast, soit d'y répondre par courriel. Et j'avais promis que j'allais lancer un défi au mois d'octobre. Mes petits soucis de santé m'ont comme un peu retardé. J'espère être capable de lancer ça pour le mois de novembre. Sur ça, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.